Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Paris, porte de Versailles, Batimat 2022. Et nous allons voir comment ça se passe dans la vraie vie. Et on va faire des retours d'expérience. On va parler de retours d'expérience sur la construction bas carbone avec mes deux invités. Pour en parler avec moi, donc, Hélène Génin, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes la déléguée générale de BBCA. BBCA, Association pour le développement du bâtiment bas carbone. voilà, donc on n'est pas hors sujet. À côté de vous, Laurent Arnaud, bonjour. Bonjour Stéphane. Laurent, vous êtes responsable du domaine bâtiment au CEREMA. On connaît le CEREMA, mais le domaine bâtiment CEREMA, c'est quoi? Le CEREMA intervient dans 6 grands domaines. Et parmi l'un de ces domaines, il y a le domaine du bâtiment. On intervient à plusieurs niveaux. On intervient en posture d'assistance, d'accompagnement de l'État dans l'élaboration des politiques publiques. Et puis, on intervient pour la diffusion de ces politiques publiques sur les territoires auprès de tous les acteurs du domaine du bâtiment. Donc, bien entendu, avec les évolutions, voire les révolutions réglementaires, on a beaucoup travaillé avec la direction d'administration centrale. Et puis, aujourd'hui, on travaille au déploiement de ces politiques publiques, que ce soit sur la RE 2020, réglementation environnementale, mais également au niveau du décret éco-énergie tertiaire, par exemple. Voilà, et aujourd'hui, on sera plutôt du côté RE 2020 et on ira certainement un peu plus loin, à mon avis. Qui veut commencer? Quand je dis construction bas carbone, est-ce qu'aujourd'hui, on y arrive? Alors je commence. Construction bas carbone, alors effectivement les solutions existent et on a de plus en plus d'acteurs qui les mettent en œuvre avec des succès réels. Ce qu'on constate avec l'association BBCA qui opère un label de performance, c'est que notamment dans le bâtiment neuf, on arrive à réduire les émissions carbone d'un bâtiment de 15 à plus de 45%. Par rapport à un bâtiment traditionnel, suivant le niveau qu'on va obtenir. Donc les solutions existent et les résultats sont là. Maintenant, la question, c'est la massification. On a aujourd'hui des pionniers qui se sont engagés très tôt dans ces démarches. L'association a 7 ans aujourd'hui. On a des progressions très fortes en fait, d'opérations qui vont aller chercher ce label d'exemplarité. Aujourd'hui, c'est 450 opérations qui sont engagées et c'était cette année 50% de croissance par rapport à l'année dernière. D'accord, donc c'est très important. Il y a une vraie dynamique. Absolument. C'est quelque chose que vous constatez également au CEREMA, dans le pôle bâtiment? Oui, également. Et j'irai même un petit peu plus loin. C'est-à-dire que je voudrais déjà souligner le rôle de l'État dans cette démarche d'aller vers un bâtiment bas carbone. Il a imposé un certain nombre de choses par la loi. Il y a eu un label, E+, C-, qui a servi à définir vers où on pouvait aller, où on devait aller. En fait, ce label-là a été un petit peu limité sur la partie carbone, parce que c'était assez nouveau. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de démarches pour aller, y compris sur la partie carbone. Et le CEREMA travaille pour faire émerger des solutions nouvelles, innovantes, permettant justement d'atteindre des niveaux élevés de réduction du carbone. Voilà, parce que dans le label E+, C-, on avait le E, donc énergie, le C, carbone, qui était plus difficile finalement. Il a été plus difficile, enfin le retour d'expérience a montré qu'il a été plus difficile d'atteindre le plus haut niveau. Oui, que quelques exemples ont atteint le plus haut niveau en termes de carbone, mais c'est un petit peu normal, c'était assez nouveau et pas nécessairement vraiment bien piloté au niveau de la construction. Donc il est normal qu'il y ait des exemples qui sont un petit peu un effet de précurseur, mais je suis certain que ça va aller plus loin. Et dans la RE 2020, on peut se réjouir qu'on soit passé de réglementation thermique à des réglementations environnementales avec des indicateurs carbone qui permet maintenant d'évaluer réellement la part carbone de chaque construction neuve. Alors Merci. je rejoins vraiment Laurent dans ce qu'il vient d'indiquer, puisque la France est le pays au monde qui est le plus engagé, en fait, qui est le plus en avance en termes de réglementation.
Et si BBCA en 2015 a ouvert la question du carbone, la massification ne peut se faire que parce que la réglementation devient carbone, et c'est très courageux et très pionnier de la part effectivement de l'État d'avoir lancé cette réglementation, la RE 2020, qui est entrée en vigueur ce début janvier. La massification ne se fera que par la loi. C'est l'exception française, c'est plutôt une bonne nouvelle pour une fois, non? On serait en avance? Oui, souvent on dénigre un petit peu ce qu'on fait en France. Pour une fois où on peut dire qu'on est leader et un petit peu exemple, il faut le dire. Et je vais un petit peu plus loin, je vous avais dit, c'est qu'aujourd'hui, et quand je me suis promené dans le salon, on voit que ces solutions, elles fleurissent. Et elles fleurissent également au niveau des fabricants, des constructeurs historiques. Je pense qu'au-delà de la réglementation, il y a aussi une prise de conscience. Et je trouve que moi, je la voyais dans le grand public. Je rencontrais un certain nombre de citoyens qui disaient comment est-ce que je peux contribuer à l'amélioration de l'impact du bâtiment. Alors on parlait beaucoup de la transition énergétique et moi j'insistais beaucoup sur la part carbone qui est quand même l'élément essentiel puisque la part carbone inclut l'énergie, voilà, mais va au-delà. On a deux indicateurs, hein. On a un indicateur énergie IC et on a un indicateur carbone. Hein. Carbone. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, je pense que les professionnels ont pris conscience de ça et proposent chacun des solutions assez innovantes. Alors, vous m'avez dit quand on a préparé que vous travaillez aussi sur l'innovation de matériaux biosourcés. Donc c'est un peu ce que vous avez constaté ici. Et comment, pareil, votre retour d'expérience, parce que ces matériaux vont avoir une part de plus en plus importante, hein, mais on sait aussi que les matériaux traditionnels travaillent aujourd'hui à réduire leur impact carbone. Mais quel est votre retour d'expérience sur ces matériaux et sur l'innovation qu'il y a dans ce domaine? Alors, je pense que ce sont des matériaux qui sont extrêmement intéressants et qu'ils deviennent de plus en plus dans le contexte actuel que l'on a. On découvre qu'effectivement, faire traverser l'Europe des matériaux de construction, c'est peut-être aujourd'hui, c'est sûrement aujourd'hui, une aberration. Arriver à trouver des ressources pour pouvoir construire en local, c'est sûrement une solution très intéressante en termes d'impact carbone. C'est une première chose. Une deuxième chose, on a aujourd'hui un recul de plus d'une trentaine d'années sur les matériaux bio. Et si je mets dedans les géosourcés, c'est bien plus ancien encore. On les redécouvre et on montre que leurs performances intrinsèques sont de haut niveau vis-à-vis de la construction bas carbone. Et c'est à cela qu'on essaie de travailler, nous, notamment en essayant d'aller vers de la normalisation de ces matériaux. Alors, il y a des matériaux historiques, comme par exemple les bétons de chanvre, qui se marient très bien avec le bois et qui donnent des résultats en termes de construction bas carbone très intéressants. Mais aujourd'hui, il y a une diversité de matériaux qui se font jour. Le colza, la paille de maïs, la balle de riz, sont des alternatives possibles. Et y compris pour des territoires, on travaille sur des projets en Guyane, à Mayotte, où ces ressources locales peuvent être valorisées à la fois à faible coût, et notamment en les associant avec de la terre crue, mais également en termes de performance, et notamment d'isolation thermique, pour éviter d'avoir trop recours à de la mécanisation pour essayer de rafraîchir les bâtiments. Voilà, donc on est vraiment, on entame cette démarche et on l'entame au niveau de l'État, quoi. Oui, l'État a mis beaucoup d'efforts pour favoriser l'émergence de ces solutions, notamment en contribuant à la rédaction de fiches de déclaration environnementale et sanitaire, d'analyse du cycle de vie, qui permet d'avoir une analyse macroscopique de l'impact de ces constructions. Et aujourd'hui, on voit fleurir un certain nombre d'exemples concrets de réalisation avec ces matériaux qui sont très concrètement très performants. Sur cet aspect matériaux, c'est quoi le retour d'expérience de l'association BBCA? Alors au niveau de BBCA, il est clair qu'il y a un matériau qui a pris un essor très important avec le bas carbone, c'est le bois. D'une part parce que c'est un matériau qui est bas carbone, qui est en plus stockeur de carbone, donc qui concourt à la neutralité carbone des bâtiments de la France. Et puis aussi parce qu'il y a de l'innovation
dans ce secteur du bois, avec des nouveaux produits qui permettent vraiment de monter en hauteur et de concurrencer notamment le béton, qui aujourd'hui est très émissif. Donc ce double effet a énormément joué sur le développement du bois dans la construction bas carbone et de son essor dans le bas carbone. Après, au-delà du bois, il y a effectivement tous les autres biosourcés qu'on va pouvoir trouver également dans les isolants. Il faut voir que dans le bas carbone, le gros œuvre représente à plus de la moitié en fait du poids carbone de la construction. De la construction, donc, la superstructure. Absolument. L'infrastructure et la superstructure. L'infrastructure et la superstructure. Donc ça signifie que quand on veut construire bas carbone, eh bien, il faut s'attaquer évidemment à ces lots principalement pour les réduire. Pour les réduire. Ensuite, ça veut dire que ça veut dire qu'une construction qui a une labellisation BBCA, il y a peu de béton, il n'y en a pas du tout. Ou est-ce que c'est un mix de matériaux? C'est tout à fait un mix de matériaux, intégrant du béton, du bois, du réemploi, du recyclage, et puis aussi prioritairement de la sobriété matière. Parce que la matière qu'on n'utilise pas, qu'on n'emploie pas, eh bien c'est autant d'économies de carbone dans le projet. Et donc la conception sobre en matière est très importante en matière grise et vraiment déterminante dans le résultat plus carbone. De matière grise, moins de matière dans le bâtiment. Hein. Absolument. Oui. Oui, je voulais rajouter un point. Je partage complètement ce qui vient d'être dit sur la structure, la superstructure. L'association avec les matériaux biosourcés apporte à mon avis deux avantages. D'aller beaucoup plus loin, mais également un effet de captage du carbone sur des plantes annuelles qui permet bien entendu de faire que le bâtiment est un puits à carbone. Ça, je pense que le bois et les matériaux de remplissage peuvent le remplir, mais que l'effet captage me semble essentiel pour réduire notre empreinte carbone aujourd'hui. Deuxième point que je voulais dire, c'est que c'est vrai en construction neuve, mais c'est vrai également en réhabilitation. On est sur du REX et j'ai deux exemples à donner là-dessus. Le premier exemple, c'est une opération de réhabilitation d'une structure béton dans laquelle l'architecte a souhaité garder poteau plancher, très bien, et toute l'enveloppe a été refaite en matériaux biosourcés. Et on a abaissé le poids de l'édifice historique, et deux, la performance a été atteinte qui était visée, et elle a été maintenue dans le temps. Je pense que c'est une petite dizaine d'années. Paris Habitat, donc sur le bailleur, et 10 ans après, les performances ont été maintenues au cours du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de performance de l'enveloppe du bâtiment. Exactement. On a gardé la superstructure carbonée, mais d'il y a une cinquantaine d'années. Réutilisée, donc on est dans la réutilisation. C'est pas recyclé, c'est même réutilisé. Et ensuite, on vient faire une nouvelle peau qui est plus décarbonée que ce qu'on aurait fait auparavant. Quasiment avec ce qu'on appelle des émissions négatives, c'est-à-dire que souvent ces matériaux-là stockent plus de carbone qu'ils n'en ont relargué pour être obtenus. C'est des blocs de béton de chanvre qui avaient été utilisés et dont les résultats se sont maintenus au cours du temps. Sur cet aspect réhabilitation, il y a aussi un retour d'expérience de BBCA. C'est quoi le retour d'expérience sur la réhabilitation? C'est ce type d'exemple? Absolument. Déjà, conserver une structure existante, eh bien, c'est éviter d'émettre avec des matériaux neufs, donc c'est tout gagné. Et notamment dans la réhabilitation, quand on fait de la rénovation lourde, eh bien, on conserve cette structure, le gros œuvre en place, donc c'est-à-dire plus de 50% des émissions. Ce qui était le plus émissif dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, conserver les matériaux pendant toute leur durée de vie, ne pas déposer prématurément, et donc allonger la durée de vie des matériaux dans le bâtiment, c'est une des premières démarches bas carbone que tout un chacun doit avoir aujourd'hui en tête. Et donc la rénovation bas carbone est également un sujet qu'on a traité chez BBCA avec un label également sur la rénovation. Et on a un bel essor également des rénovations dans cette démarche. On a aujourd'hui plusieurs dizaines, plus de 50 opérations aujourd'hui engagées et déjà des opérations livrées. Alors, ce qui est amusant, c'est que parfois, vous dites, bah, tiens, on dirait un bâtiment existant. Bah, oui, évidemment, parce qu'on n'a pas tout démoli pour tout refaire.
Par exemple, on a un bâtiment qui est à Neuilly, qui s'appelle Neuilly Gym, qui est un bâtiment de bureau, qui est un bâtiment effectivement où les façades ont été conservées, où on a ajouté du biosourcé en termes d'isolation, où on a donc généré du stockage carbone, où on a évité de déposer ce qui pouvait toujours servir. On a fait du réemploi parce que je connais le projet et Voilà. on avait parlé avec Guillaume Carlier. Exactement, voilà. Donc cette démarche de rénovation bas carbone, c'est réellement l'avenir aujourd'hui. On a vu la construction neuve, le bas carbone, mais quand on a préparé, vous m'avez dit, alors, et après on s'est croisés, hein, il faut aller plus loin. C'est pas uniquement le bâtiment. C'est un ensemble qui va plus loin que le bâtiment. Oui, je crois aujourd'hui qu'il est très bien de s'intéresser au bâtiment intrinsèque et de l'évaluer. Mais si on en reste là, on perd une partie des solutions potentielles. Nous travaillons beaucoup à comment préparer les bâtiments existants au climat de demain au niveau du CEREMA. Imaginez que les bâtiments qui sont les moins performants, on les rase et on les reconstruit, est pour moi une hérésie. On ne saurait pas faire vu la quantité de bâtiments et en plus l'impact carbone serait énorme. Donc on essaie d'améliorer le comportement des bâtiments existants, notamment par des questions de végétalisation. Et nous pensons que quand on évalue un projet, on doit l'évaluer sur le bâtiment en lui-même, mais aller aussi au-delà et intégrer. Si on travaille par exemple que l'on a fait dans le cadre avec la Solideo, la Solideo a évalué chacun de ces bâtiments, bien entendu, construits pour les Jeux Olympiques Paris 2024, mais on a travaillé sur comment créer des espaces aux abords des bâtiments qui pourraient être, en cas d'îlots de chaleur urbaine, qui sont un petit peu attendus pour 2024 à Paris. Oui, et il y a des gens qui ont très mal vécu ce qui s'est passé cet été. Hein, voilà, d'avoir des solutions à proximité des bâtiments, des îlots de fraîcheur par la naturation ou par la végétalisation des bâtiments. Je pense qu'il y a des axes d'innovation qui sont importants et le CEREMA, il travaille pour objectiver le résultat. Voilà, et travailler à une autre échelle. Exactement, à minima celle du quartier, voire même au-delà, en intégrant la végétation et puis aussi l'eau des sols et le cycle effectivement de l'évapotranspiration de la végétation sur le comportement thermique du bâtiment. Et chez BBCA, je crois que vous vous intéressez également à cet aspect quartier. Ah oui, on vient effectivement de finaliser des travaux pour mettre au point une méthode de mesure de l'empreinte carbone du quartier avec des plafonds d'émissions à ne pas dépasser qui permettent de délivrer le label BBCA Quartier, qui est un label d'excellence en fait des quartiers. Donc il a été mis au point avec l'aide du CSTB, d'Eliott et puis aussi de 2 partenaires mécènes que je peux citer peut-être. Oui, bien sûr, c'est les partenaires mécènes. Voilà, BNP Paribas Real Estate, Bouygues Immobilier et son aménageur Urbanera. Et donc on a testé une douzaine d'opérations réelles en fait, qui étaient des quartiers pour identifier les bonnes pratiques bas carbone à l'échelle du quartier, mesurer également les émissions de ces quartiers. Et puis on a complété l'échantillon avec quelques dizaines de bâtiments théoriques, enfin de quartiers théoriques qui ont permis de déterminer ces plafonds d'émissions pour sortir ce label. On avait déjà 4-5 opérations dans notre échantillon de quartiers pilotes qui sont des très bons candidats pour la future labellisation qui devrait intervenir à partir du début d'année 2023. Qu'est-ce qui a été identifié comme permettant de faire baisser l'impact carbone du quartier ? Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on change totalement d'échelle, bien sûr, quand on raisonne quartier. Donc bien sûr, il y a les bâtiments, mais il y a aussi les infrastructures publiques qui vont devoir être intégrées. En termes énergétiques, il y a toute la mutualisation des réseaux qui vont vraiment être extrêmement importants. Et puis, au-delà du bâtiment, des structures construites, on va également couvrir la mobilité, l'alimentation, également les consommations, en sortant un indicateur à l'usager qui permet réellement de couvrir déjà des quartiers aux programmations totalement différentes et qui permet de comparer les émissions carbone du quartier à l'usager
en comparaison de la stratégie nationale. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'on devra d'ici 2050 diviser les émissions par habitant, par Français, de 10 tonnes équivalent CO2 par an à 2 tonnes, donc une division par 5. Eh bien, un quartier, avec cette méthode de BCA quartier, pourra avoir son chiffre en termes microéconomiques, c'est-à-dire du quartier. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant en termes de tendance, d'aller au-delà des critères techniques liés à ceux qui façonnent la ville, l'aménageur, les promoteurs, mais également aller jusqu'aux usages, c'est-à-dire la façon dont cette ville finalement définit les usages de ses utilisateurs, aller faire ses courses, aller à l'école, se déplacer. Et tout ça, c'est réellement intégré et valorisé dans cette intégré, valorisé c'est assez complexe, je pense, à calculer. Sur cet aspect-là, vous travaillez aussi donc sur ces sujets-là. Hein. Oui, bien entendu, et j'allais le rajouter, mais tu en as parlé. Je pense qu'il faut effectivement avoir une approche globale, notamment nous travaillons dans le domaine de la mobilité. L'alimentaire, on est moins impliqué là-dedans, mais au moins la mobilité, on s'aperçoit que c'est un impact extrêmement fort. Et que quand on est à l'échelle du quartier, effectivement, en fonction des réseaux existants, des possibilités existantes, on va avoir des approches complètement différentes et des indicateurs complètement différents. Donc il faut absolument intégrer cette dimension-là dans l'évaluation globale, mais pas oublier de le faire aussi indépendamment, le bâtiment, le quartier, et puis en y intégrant les effets mobilité, alimentation, etc. Un dernier mot, puis une dernière question à tous les deux. Sur le retour d'expérience que vous avez, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment, qui ne fonctionnent pas encore bien aujourd'hui sur cet aspect bas carbone? Mais un dernier mot avant, une réaction. Et puis, donc, est-ce qu'il y a vraiment des éléments sur lesquels il faut retravailler parce que ça n'a pas bien fonctionné? Alors c'est évident que la manière dont de construire, de faire un bâtiment bas carbone, une rénovation bas carbone ou un quartier, implique tous les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire du programmateur à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre. Donc aujourd'hui, vouloir faire un bâtiment bas carbone quand on a terminé la conception, c'est pas possible, ou alors ça coûte très très cher. Donc ça, c'est souvent des écueils auxquels sont confrontés ceux qui manquent peut-être encore un peu de formation sur le sujet. Donc engager tous les acteurs de la chaîne en constituant une équipe qui va chercher à réduire l'empreinte carbone de l'opération, c'est absolument fondamental pour réussir. Fondamental d'intégrer tout et dès très 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 en amont. Oui. Sur cette question, et puis ce sera le mot de la fin. Alors, deux éléments. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, l'implication des acteurs et la formation des acteurs. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, je vais plus insister sur... il y a des choses qui marchent très bien et il faut les encourager, il faut les montrer. Le label a un effet qui est entraînant, mais absolument pas d'obligation. C'est la raison pour laquelle, au tout début, j'insistais sur le fait que les législateurs aient donné. Il me semble qu'on doit encore gagner en termes d'efficacité dans le mode de construction, dans le domaine de la construction. Travailler hors site, garantir les délais, garantir la qualité de la construction. C'est essentiel aujourd'hui et c'est pas encore optimisé. Il y a un projet exemplaire de votre point de vue qui se passe en Bourgogne en ce moment. Oui, je pense que le nom réel, je ne le garantis pas, c'est la Maison des Vins et des Climats de Bourgogne qui est en train d'être construit. Construction bois plus matériaux biosourcés. D'un point de vue architectural, ce sont des éléments tout différents qui un petit peu sous la forme d'une spirale. Et cette spirale a été construite sous halle, complètement à l'abri, dans des délais très courts par projection machine, en associant bois et matériaux biosourcés. C'est en cours de construction et, à mon sens, ça préfigure un petit peu l'optimisation des méthodes de construction. Que l'on pourra faire par la suite pour être vraiment bas carbone. C'est ça.
Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler de ces solutions bas carbone et de votre retour d'expérience. Pour nous, c'était la des dernières émissions de cette session Batimat. C'est Batimat 2022. La première fois qu'on a fait quelque chose ensemble, c'était Batimat 2012 ou 13, je ne sais plus. Donc ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble à ce plateau. Et franchement, en 10 ans, j'ai jamais eu à me plaindre de votre travail qui est formidable. Merci Oriane. Merci Nicolas. Une émission donc à retrouver sur notre site internet Batijournal et sur les sites de notre partenaire France Bois Forêt et bien sûr sur les sites de nos partenaires magazines 5 Façades, Atrium, Planète Bâtiment et Woodsurfer. Merci à vous. Merci beaucoup.